Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais, ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, que vous soyez à travers la planète. Nous sommes là pour servir la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur le plateau, comme vous le remarquez. Nous nous sommes déplacés, l'émission de Vive Voix a déplacé ses équipements pour se rendre à la colline inspirée et nous sommes plus précisément au plateau des professeurs. Comprenez que nous sommes allés près de l'éminence grise afin de devoir évoquer des sujets importants pour la bonne marche de la République démocratique du Congo, qui est au cœur des enjeux aujourd'hui, les enjeux surtout de la transition énergétique. La transition énergétique, alors nous allons devoir savoir quels sont les enjeux, les défis et les opportunités qui sont liés à cette transition énergétique que le monde appelle de tous ses voeux, parce que actuellement nous sommes confrontés au réchauffement climatique, et le réchauffement climatique, pour tenter de réduire les gaz à effet de serre, il faut tout naturellement essayer de réduire ces effets, et pour les réduire, il faut passer des énergies fossiles à une énergie ou aux énergies vertes. Alors c'est pour cette raison que nous sommes allés dénicher une éminence grise, en la personne du professeur Raphaël Matamba Jibikila. Il va devoir se présenter, et puis cette émission aujourd'hui, elle est co-animée ou co-présentée avec Madame Isabelle Tchikaji. Nous allons ne pas trop perdre de temps parce que le sujet est trop important. Transition énergétique, enjeux et défis pour la République démocratique du Congo. Professeur, bonjour ou bonsoir. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Surtout, nous avons eu tant de décalages au regard de la charge horaire que vous avez. Cela ne nous a pas permis, pendant quelques jours, à ne pas réaliser cette émission, mais aujourd'hui quand même vous êtes disponibilisés. Voir c'est quoi la transition énergétique. Mais nous vous présentons comme experts en mine. C'est pas moi, au-delà de ce que nous connaissons de vous, qui est professeur Raphaël Matamba Jibikila. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais devoir être bref. Donc, je suis professeur à l'université de Kinshasa, à la faculté des pétroles, gaz et énergies renouvelables. Alors, à la base, je suis ingénieur civil des mines et je suis docteur à ce qu'on appelle sciences de l'ingénieur, notamment expert en ressources minérales et matériaux de construction. Donc nous sommes entre les bonnes mains. Elle est un fin connaisseur en termes des mines au Congo. Et oui, les mines, c'est l'économie congolaise dépend plus du secteur minier. Oui, on peut le dire comme ça. Madame Isabelle. Oui, professeur Matamba, depuis un temps, on en parle partout dans le monde de la transition énergétique. C'est quoi la transition énergétique et quelle est son importance? La transition énergétique, il y a beaucoup de définitions à ce sujet. Nous devrions être brefs et circonscrire quand même les sujets
vu les enjeux actuels. Globalement, c'est un système de transformation donc, des énergies que nous consommons actuellement dans le but de rendre beaucoup plus cette production, cette consommation d'énergie beaucoup plus respectueuse de l'environnement, donc ou écologique si on peut le dire comme ça. Donc quand on dit transition, vous allez comprendre déjà qu'il y a un terme de transit. Donc nous partons de quelque part pour arriver à quelque part, mais là nous sommes un peu au milieu. Donc, on veut changer un système vers un autre. Donc, pour dire globalement, nous devons changer quand même notre système de production, de consommation d'énergie, afin qu'il soit beaucoup plus respectueux de l'environnement. Donc c'est un peu ça, la transition énergétique. Donc si je comprends bien, on a eu à utiliser certaines énergies depuis un temps et on doit quitter pour exploiter d'autres énergies. Je pense qu'on parle d'énergie ou les systèmes de production d'énergie ou des substances par lesquelles on peut produire de l'énergie, on voit beaucoup plus les énergies fossiles. Les énergies fossiles, quand on dit fossiles, vous voyez déjà, c'est des restes, tout ça, ce sont des énergies qu'on a à base des matériaux ou des substances qui se sont décomposées. Donc la décomposition de la matière organique depuis, par exemple, des millions d'années dans la croûte terrestre du sous-sol. Alors quand vous avez ces matériaux-là à partir desquels on peut produire de l'énergie, alors ces matériaux-là sont, par exemple, ce sont des sources d'énergie fossile. Là on parle de sources. Alors quand on dit fossile, on voit pratiquement toutes ces substances qui proviennent de la décomposition de la matière organique, donc enfouie dans les sols il y a beaucoup d'années. Alors quand on parle déjà de la matière organique, on voit le carbone organique. Ce sont des sources d'énergie, mais qui émettent beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, en fait. C'est pourquoi on n'en veut plus pour l'instant, parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de concentration de ces gaz-là, qui sont des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est pourquoi maintenant on voudrait transiter, aller vers les énergies qu'on appelle renouvelables, ça veut dire qui n'émettent pas beaucoup plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est un peu ça. Et quels sont les défis liés à la transition énergétique? Déjà, les défis sont énormes. Pour le moment, quand on voit les enjeux actuels et tout ça, la transition énergétique vise beaucoup plus à lutter contre le réchauffement climatique. Donc, alors quand on dit réchauffement climatique, donc on voit globalement ces phénomènes d'augmentation de la température un peu moyenne du globe terrestre. Donc, alors maintenant on voit que la température augmente de plus en plus, on parle d'une augmentation de plus de 2 degrés, déjà c'est des choses, c'est énorme. Alors si nous ne repensons pas, si nous ne voyons pas notre manière ou notre façon de consommer de l'énergie, nous risquons par exemple d'avoir des températures dans des décennies, les siècles à venir vraiment énormes et il y aura des perturbations énormes au niveau de la planète, ce qui ne sera pas bien pour l'humanité. Alors il y a déjà ces défis-là, ça veut dire quitter, pour ne pas dire quitter totalement, ce qui est pour l'instant un peu difficile, mais quitter quand même progressivement donc les énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Alors quand on dit énergie renouvelable, donc on peut en citer un peu quelques-unes. Donc vous avez les solaires par exemple. Et quand on parle, il y a les éoliens, il y a la géothermie, il y en a plein. Alors pour par exemple, je prends juste un exemple simple, avoir de l'énergie solaire, ce qu'on appelle du photovoltaïque, il faudrait quand même des équipements qu'il faudrait produire. Et ces équipements-là nécessitent certains matériaux qu'il faudrait avoir, notamment aussi des métaux, des minéraux. Alors il faut en avoir en grande quantité aussi pour produire autant de panneaux photovoltaïques et avoir cela. Alors il y a aussi déjà la principale quand même source d'énergie qui a été utilisée depuis des siècles, c'est le pétrole.
Vous voyez, il y a certains pays pour lesquels, je prends par exemple les pays du Golfe, donc dont le pétrole, c'est une richesse nationale, c'est leur matière première qui régule toute l'économie du pays. Alors maintenant, là, ils doivent transiter et laisser cela vers d'autres types d'énergie qui sont moins polluantes. Alors ça devient un défi énorme aussi pour ces pays-là parce que ce n'est pas du tout facile pour l'instant. Non seulement, comme j'ai parlé des matériaux qu'il faudrait avoir pour avoir des équipements, des éoliens, des panneaux, tout cela, mais il y a aussi la disponibilité aussi. Donc quand on dit la disponibilité aussi en termes de gisement, pour extraire maintenant ces minéraux, ces minéraux qui contiennent ces métaux-là, qui peuvent soutenir la transition énergétique. Donc il y a tout cela. Ailleurs, il y a aussi beaucoup d'enjeux géopolitiques, ainsi de suite, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Mais actuellement, le défi majeur, c'est celui lié au réchauffement climatique. Souvent, on entend dire que la République démocratique du Congo détient lui seul les clés de technologie du futur. Ça veut dire que notre pays détiendrait plus de 60% de la réserve mondiale des minéraux stratégiques, notamment le coltan, le nickel, le lithium, le cuivre, etc. Est-ce que réellement la République démocratique du Congo, notre pays, détient les clés de technologie du futur? Bon, il faut nuancer. Donc, il y a les discours politiques et les discours techniques. Techniquement. Oui, comme je vous ai dit, bon, déjà, si je parle environnement, tout, on a quand même une forêt dense, donc avec le bassin du Congo, dont le monde entier en parle, on a quand même une large superficie donc de forêt. On a les tourbières qui peuvent stocker le CO2 donc, facilement. Mais de l'autre côté, si on doit quitter ces énergies fossiles vers les énergies renouvelables, il faudrait des métaux, comme je l'ai dit tantôt, et des minéraux qui peuvent nous aider à produire des équipements, ainsi de suite, qui peuvent nous aider à produire ces types d'énergie. Alors, c'est là que vous verrez maintenant, on parle beaucoup plus des métaux ou des minéraux. Bon, globalement, on parle des substances minérales stratégiques. Oui. Donc, comme je vous l'ai dit, la RDC en détient. Mais pour donner des chiffres, il faut être prudent. Parce que je sais de quoi je parle. En commençant par ce qui est stratégique et ce qui ne l'est pas, ce qui est critique et ce qui ne l'est pas, c'est encore un champ très très vaste. Alors, actuellement, quand vous voyez par exemple, on parle des substances minérales stratégiques ou critiques, tout dépend des pays, ainsi de suite, et des normes en vigueur dans chaque pays. Ça veut tout simplement dire que ce sont ces métaux ou ces minéraux dont on a besoin par exemple pour produire des équipements qui peuvent nous aider par exemple à stocker de l'énergie renouvelable ou soit à entrer dans la composition de certains appareils, ainsi de suite, qui peuvent nous permettre à produire, par exemple, cette énergie-là. Alors, en quelque sorte, par exemple, je peux prendre... Aujourd'hui, on parle des véhicules électriques. Alors, les véhicules électriques, donc tout de suite, ça veut dire que ce sont des véhicules qui n'utilisent pas le carburant traditionnel, donc notamment le mazout ou l'essence. L'essence, oui. Parce que ce sont des produits pétroliers. Alors, leur combustion génère du CO2 qui est mis dans l'atmosphère. Et je vous ai dit que le CO2, c'est parmi les gaz à effet de serre et qui est à la base du réchauffement climatique. Alors, quand on dit maintenant véhicules électriques, ça veut dire que c'est des véhicules qui ne vont plus avoir comme carburant le CO2. Mais il faut qu'il y ait une source d'énergie pour faire déplacer les véhicules. Alors, vous allez voir qu'ils vont maintenant produire des batteries. Donc, des batteries sont des accumulateurs. Donc, des batteries doivent accumuler, si vous les chargez, de l'énergie. Et c'est cette énergie qui doit être utilisée maintenant pour mettre en mouvement le moteur et tous les systèmes du véhicule pour que le véhicule se déplace. Alors, ces batteries, vous allez les fabriquer comment? Il faudrait certains métaux, notamment le lithium par exemple, le cobalt,
le manganèse, il y en a plein maintenant. Alors chaque métal a ses propriétés. Donc il y a d'autres métaux qui ont des grandes capacités de stockage d'énergie, d'autres qui ont quand même, comment je peux dire, il y a des grandes capacités de stockage, d'autres maintenant qui peuvent aussi avoir une longue durée, par exemple, de vie, de stockage. Alors chaque métal a ses propriétés. Alors c'est ainsi maintenant que l'industrie qui doit produire des véhicules électriques, des voitures électriques, va maintenant commencer à s'approvisionner par exemple en ces métaux-là. Je prends un exemple, le cobalt par exemple. Alors maintenant quand on dit le cobalt, il est où? Maintenant on doit regarder à travers le monde quels sont les pays qui détiennent des réserves en cobalt ou qui produisent ce métal-là. Alors il se peut que la République démocratique du Congo, comme on le dit, détient des grandes quantités de réserves. Je dis réserves entre guillemets parce que ça donne toujours débat. Je n'aime pas quand on parle beaucoup plus de réserves. C'est beaucoup plus un peu précis. J'aime pas qu'on parle des ressources. Parce qu'il y a une différence entre ressources et réserves. Oui. C'est même déjà spécifié dans l'annexe 16 du règlement minier. Donc la directive qui montre comment procéder à des études de faisabilité. Donc une ressource minérale veut tout simplement dire que c'est une certaine quantité de minéraux dans le sous-sol. Donc quand je dis une quantité, c'est-à-dire que c'est une substance pour laquelle on a évalué la quantité, mais on a évalué aussi la teneur, ou la qualité comme on dit. Donc quand on dit évaluer, ça veut dire on a une idée, que non, on a 50 tonnes de minerais de cobalt. Ça veut dire que là, il y a un ensemble d'informations autour de telles ressources minérales. Exact. Donc il y a eu de l'exploration géologique. Mais là maintenant, quel est l'état actuel de la recherche géologique et minière en République démocratique du Congo? À combien le pourcentage est évalué, cette recherche? Bon, il y a tout un service au ministère des Mines, le service géologique national, je pense, qui travaille. Mais chaque fois, on va vous dire que l'état de connaissance de notre sous-sol n'est pas du tout très avancé. Donc on parle à 12-15%. 15% quand on dit la connaissance. Donc on a une idée. Malgré la vaste étendue de notre pays, on n'a qu'une quinzaine de mais de pourcentage ce n'est pas de la connaissance. du tic-tac. Quand on parle déjà de l'exploration géologique, tout ça, c'est des travaux qui coûtent énormément et qui prennent aussi assez de temps. Donc, qui se chiffrent. Mais l'État dispose quand même des moyens conséquents pour mener ces recherches parce que c'est là même la vie de l'économie nationale. Je vous donne un exemple précis parce que c'est un cas qui est connu, que je connais aussi. Il y a une mine ici, en RDC, dans le Lualaba, donc des Kamoa. Ok, donc quand on dit Kamoa, ils avaient déjà leurs réserves qu'ils exploitaient. Alors ils ont voulu découvrir de nouveaux gisements non loin de là. Alors ils ont fait tous les travaux, donc je vous épargne les détails de A à Z pour arriver à mettre en évidence un nouveau gisement. Donc quand ils vous parlent des montants qu'ils ont mis, donc vous parle de 1,5 milliard de dollars. Donc vous voyez juste pour découvrir un nouveau gisement dans un petit coin. Dans un petit coin. Imaginez-vous 2 345 000 km², si on doit passer à l'exploration, tout ça, c'est des milliards. Je peux même aller aux des centaines de milliards en fait. Parce qu'on a beaucoup de champs. Mais n'est-ce pas que c'est nécessaire, professeur, parce que cela permettrait au pays d'avoir une idée sur ses ressources minérales. Et cela lui permettrait aussi d'avoir une bonne position lorsqu'il est en face d'un investisseur afin de négocier des investissements lourds. Mais quand vous n'avez pas une connaissance exacte sur ce que vous détenez comme ressources, vous risquez de négocier à genoux. Justement, donc, il y a le chef de l'État, je ne me rappelle plus quel conseil des ministres en avait parlé, de la certification de nos réserves. Mais c'est un travail de longue haleine, comme je l'ai dit. Si on doit mettre du sérieux, tel qu'il l'avait dit, on devrait connaître ce que nous détenons exactement. Et là, c'est pour chaque
type de minerai ou chaque espèce minérale donc, que nous avons au Congo. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on nous donne, non, c'est pratiquement des spéculations. Ou soit ce sont des chiffres qui proviennent des anciennes études depuis la colonisation, donc depuis l'époque belge, donc, ou soit des entreprises minières qui sont sur place. Donc à partir par exemple des données que nous récoltons, on peut estimer ou faire des approximations, ainsi de suite. Mais en réalité, pour dire que nous connaissons, si tu me demandes aujourd'hui où tu vas au ministère des Mines, tu dis par exemple les réserves, je parle des réserves, pas des ressources, les réserves de cobalt, minéré ou métal par exemple, en termes tonnage minéré ou tonnage métal. Vous n'aurez pas vous avez des statistiques, mais ce n'est pas du tout très fiable. Alors les investisseurs, s'ils doivent venir, donc, vous savez déjà qu'en termes de finances, c'est les risques. Alors quand ils doivent prendre les risques pour mettre autant de milliards, il faut qu'ils sachent que les données dont nous disposons ou les chiffres qu'on nous présente sont fiables. À quel degré? Donc c'est un peu ça. Je pense que même les chefs de l'État avaient compris, dit il faut qu'on passe aux appels d'offres, mais quand ils viennent, si nous-mêmes déjà à notre niveau, on sait catégoriser tout ce que nous avons comme ressources, réserves, ainsi de suite, on peut orienter par exemple comment je peux dire, les investisseurs qui viennent, par exemple pour l'obtention des permis de recherche dans telle zone, ainsi de suite. Nous-mêmes, nous devrions avoir des éléments techniques là-dessus, de sorte que quand on lui donne 5 ans pour faire l'exploration, tout ça, et parvenir à mettre en évidence un gisement ou une concentration minérale qui peut exploiter, alors nous-mêmes on devrait avoir ces éléments-là. Mais jusque-là, je pense que c'est le travail que fait les services géologiques. Mais comme je l'ai dit, il faudrait beaucoup de moyens pour ces services-là. Sinon, on ne sera pas à la même hauteur comme des pays comme l'Australie, le Canada, la Russie. Et je pense qu'ils investissent énormément dans cette recherche géologique là-bas. Prof, vous dites si on y met du sérieux, ça veut dire qu'il n'y a pas du sérieux dans ce que le Congolais ou le décideur congolais fait. Non, quand je dis du sérieux, si vous allez au niveau du service géologique, donc vous trouverez qu'il y a des fonds, par exemple, qui sont mis à disposition, par exemple, pour faire de l'exploration dans des zones bien ciblées. Par exemple, on va au Kassai, il y a du nickel, il y a du chrome, tout ça. Il y a des indices de minéralisation, on peut trouver ça. Mais ça, on parle. Mais comme technicien, il faut aller sur le terrain, il faut des équipements, il faut du personnel qualifié. Donc, quand je dis personnel, c'est-à-dire des vrais techniciens, des experts, tout ça. Mais comme je venais de vous le dire, que ça se chiffre en termes des milliards de dollars, des milliards. Alors si vous me dites que non, on a donné au service géologique 50 millions par exemple, ou 5 millions. C'est amplement insignifiant. C'est vraiment insignifiant pour le pays. Quand je dis sérieux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se dise que non, on doit par exemple découvrir de nouveaux gisements. Aujourd'hui, il y a des enjeux, comme vous parlez au niveau planétaire, c'est stratégique. Lithium, cobalt, manganèse, tout ceci. Les réserves en manganèse, on en a vraiment... C'est combien? C'est chiffré à combien? Alors, si on doit aller dedans, il faut vraiment mettre le... Ça veut dire jusque-là, on n'a pas des statistiques ou des quantifications et des produits ou des potentiels, des sites qui sont certifiés, qui sont quantifiés, où on sait que ici on a une quantité d'autant de tonnes et c'est à exploiter pendant autant d'années. Ça veut dire que ces données-là n'existent pas dans notre pays. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Je peux vous dire que... Ça veut dire que ce sont des indices. Des indices existent. Oui. Il y a des entreprises déjà minières qui exploitent au niveau du Katanga, de la province, Wotuele, partout là, Kibali Gold, bon, sans citer le nom. En fait, il y a beaucoup d'entreprises. Mais ces entreprises-là qui détiennent des permis d'exploitation. Alors, parce qu'il faut que je vous explique. Oui. Quand une entreprise arrive, par exemple, au Congo, ils disent non, je vais aller dans la filière du cuivre, je dois exploiter les cuivres ou les cobaltes. Donc quand ils viennent, ils ont des renseignements, ils ont des idées. Il y a des cartes géologiques qui existent, ils savent que non, pour trouver du cuivre,
je peux aller au Katanga, je peux aller peut-être au Kassai. Mais ça, c'est sur base des études qui avaient été menées dans le passé, ou des études aussi récentes, mais par certaines entreprises minières. Mais ce n'est pas du tout comment je peux dire, très rassurant du coup pour ces entreprises-là. Alors c'est ainsi qu'elles viennent pour solliciter un permis de recherche. Alors les permis de recherche, ils les sollicitent au niveau du cadastre minier, ce qu'on appelle le CAMI. Oui. Alors dès qu'ils ont ce permis de recherche, je pense que c'est 5 ans, donc ils vont montrer les sites donc, qui les intéressent. Alors sur ces sites là-bas, ils vont maintenant commencer à faire de la recherche géologique, comme on l'appelle. Alors tous les travaux seront faits, ils vont faire des sondages, ils vont prélever des carottes, ils vont analyser des études chimiques, géochimiques, tout ce qu'il faut. Alors c'est seulement après, dès qu'ils disent que non, nous avons réellement trouvé un gisement. Au début on parlait des indices, mais on voit qu'à telle profondeur, on a trouvé telle quantité, et que telle quantité, si on exploite, on peut par exemple vendre et gagner de l'argent, c'est-à-dire une exploitation rentable. Alors, à ce moment-là, après ces études, il rentre au cadastre minier pour demander le permis d'exploitation. Alors, toutes les entreprises qui détiennent des permis d'exploitation, qu'on appelle les PE, veulent dire qu'ils ont mené des études de faisabilité. Donc, c'est comme ça qu'on appelle. Les études de faisabilité veulent dire que non, pour transformer un PR en PE, il faut que des quantités que tu avais trouvées, des teneurs que tu avais trouvées, te permettre une extraction rentable. Donc il y a maintenant des aspects économiques. Parce qu'un exemple simple, tu ne peux pas aller au niveau du parc. On peut dire par exemple, ça c'est un domaine réservé, mais vous vous rendez compte que dans le sous-sol, il y a beaucoup. Par exemple, il y a une grande quantité de minéraux et de bonnes teneurs. Alors, en termes de ressources, oui, on a des ressources. Mais est-ce que tu peux exploiter? Non. Alors, on ne peut plus appeler ça réserve. Réserve, ça veut dire que non seulement il y en a, tu peux exploiter. On connaît déjà... Mais même quand tu exploites, économiquement, tu peux, gagner de l'argent. Donc c'est une exploitation rentable. Alors on fait des études de rentabilité. Alors, comment vous expliquez que lorsque il y a une entreprise où les études des recherches géologiques sont menées par des entreprises privées, Oui. C'est ce qui fait à ce que l'État négocie faiblement les contrats, puisque là, l'État congolais n'a pas de données fiables qui puissent lui donner une position forte pour se mettre en face de son interlocuteur et dire que non, comme je détiens autant de quantités ici, alors j'aimerais que vous puissiez, je vous propose de me donner autant de milliards. Mais là, quand vous abandonnez la recherche à une entreprise privée, c'est l'entreprise qui vous dicte maintenant sa volonté. Oh non. Même dans des pays très développés, France, Canada, il y a toujours aussi la recherche, les permis. Donc même si l'État devrait faire la recherche, on ne peut pas couvrir chaque centimètre carré du pays. Le pays est très vaste quand même. D'ailleurs, même dans les secteurs miniers, il y a ce qu'on appelle les domaines concédés, les domaines non concédés. Quand on dit les domaines concédés, ça veut dire que c'est ces domaines-là où il y a des périmètres miniers, des privés, donc qui ont des titres miniers valables donc pour exploiter. Alors, quand on dit non concédé, c'est-à-dire la partie qui n'est pas couverte, qui n'est pas encore couverte par, bien sûr, par des titres miniers donnés PR ou PR, ainsi de suite. Alors, par exemple, les services géologiques ne peuvent pas aller travailler dans la partie concédée, parce que c'est comme une parcelle que tu as vendue à quelqu'un, c'est sa parcelle. Lui, avec ses géologues, ils font des études là-bas. Alors c'est dans la partie restante que les services géologiques peuvent aller. D'ailleurs, il y a même des zones qu'on appelle les zones de recherche géologique. Alors c'est dans ces zones là-bas, comme je venais de parler, pour lesquelles on n'a pas assez d'informations sur des quantités et qualités des substances minérales. Donc nous, il faudrait beaucoup de moyens pour arriver à mettre ça en évidence. Mais dans des parties concédées, toutes ces entreprises là-bas, donc chaque fois quand ils découvrent un gisement, ils envoient quand même des données. Il y a des données, des statistiques. Donc pour eux, on peut supposer que les statistiques qu'ils communiquent sont quand même assez fiables, ainsi de suite. Y a-t-il des avancées dans le domaine de la recherche géologique et minière dans notre pays où on est en train toujours de tâtonner? En tout cas, le niveau de connaissance du sous-sol, c'est autour de 15%. C'est pour dire que ça n'a pas du tout trop évolué. Donc tout ce que nous connaissons actuellement, c'est
des résultats des recherches qui ont été menées, comme je peux dire, beaucoup plus à l'époque coloniale. Donc vous avez vu la grande Gécamine, la Miba, partout il y a c'est là. Pour ces zones-là, on a quand même une idée de ce qu'on peut avoir comme ressources ou comme réserve à la limite. Mais vous pouvez voir déjà que la grande partie du pays, il y a beaucoup d'indices. Quand on dit le pays est riche, généralement, c'est quand on voit le nombre d'indices de ces substances là-bas ou de ces métaux là-bas à travers le pays. Ça veut dire que non, bon, on a des indices. Mais est-ce que ces indices-là se transforment automatiquement en des ressources minérales? Ça, on ne sait pas. Là, il faut maintenant aller sur place pour mener de la prospection, faire des sondages, faire des analyses, des essais. Donc il y a beaucoup, tout un tas de choses qu'il faudrait faire pour mettre en évidence ces gisements-là. Et quid de réformes engagées dans le secteur des mines dans notre pays? Quelles sont les principales qui sont engagées pour que l'État arrive à avoir une connaissance un peu plus large sur ses potentialités minières? Déjà avec les services géologiques, je peux vous dire qu'il n'existait pas il y a 5 ans. Donc c'est un service qui a été créé récemment. Donc c'était toujours dans le but d'avoir une connaissance quand même quasi parfaite de notre sous-sol. Parce que comme vous le dites, on parle toujours qu'on est très riche, on a ceci, on a du coltan, tout ça, mais quand vous allez maintenant dans les termes de quantité, de qualité, alors c'est ça qui peut attirer les investisseurs. Vous sentez qu'on commence un peu à mâcher les mots. Donc on devient un peu évasif, effectivement, parce qu'on sait que on n'a pas des données fiables. Quand je dis fiables, même pour dire à 75-80% tel domaine, non. Donc c'est ainsi que même les chefs, j'ai dit quand je parle toujours, on a parlé récemment de la certification quand même de ce que nous avons comme réserve ou ressources minérales. On doit certifier. Donc déjà, certifier, ça veut tout simplement dire qu'on a fait toutes ces études. Et quand on dit par exemple qu'on a 15 millions de réserves de cuivre, donc ce chiffre-là n'est pas un chiffre inventé ou approximatif, donc c'est un chiffre après une recherche géologique assez pointue, après des études, des essais métallurgiques, enfin tout ce qu'il y a, des analyses géochimiques, tout ce qu'il y a comme, comment je peux dire, comme opération à faire pour quitter du niveau des indices et arriver au niveau des gisements bien maîtrisés, bien connus, ainsi de suite. Alors les réformes, je peux déjà dire qu'au niveau déjà du cadastre minier, ça c'était un peu connu, il y a ce qu'ils appellent là-bas, ils sont en train de nettoyer un peu les fichiers le cadastral. Ça veut dire maintenant voir les permis de recherche, parce qu'il y a quand même des sociétés qui ont obtenu des permis de recherche, mais qui n'ont jamais, par exemple, ramené les résultats de leurs recherches. Voilà. Il y a d'autres qui ont obtenu les permis de recherche, mais qui ont commencé à exploiter sans obtenir, par exemple, le permis d'exploitation. Tout ça, c'est des problèmes énormes qu'il y a dans le secteur minier, et je pense qu'au niveau du CAMI, il y a tout un travail là-bas, des nettoyages qui doivent assainir ces secteurs là-bas. Côté service géologique aussi, il y a des efforts aussi en cours, donc avec certaines sociétés pour découvrir des nouveaux gisements. Donc globalement pour découvrir des nouveaux gisements, et des nouveaux gisements notamment pour des gisements des métaux ou des substances minérales beaucoup plus critiques ou stratégiques comme les nickels, le chrome, ainsi de suite. Alors, il y a beaucoup de réformes, je ne peux pas passer en revue tout ce qu'il y a comme réforme. Mais la tendance est qu'on est en train de prendre connaissance de limites que nous avons et vouloir maintenant faire beaucoup plus. Parce que si vous voyez... Est-ce qu'on a une conscience de ces limites-là dans notre pays? Ah, mais c'est ça. Non, maintenant, je pense qu'on commence à le savoir. De plus en plus, on parle de développement durable. Donc, quand on dit développement durable, on vous dit qu'il faut gérer de manière durable vos ressources minérales. Pourquoi? Parce que les ressources minérales sont épuisables. Oui. Donc, ce ne sont pas des ressources renouvelables. Vous savez tout simplement dire que donc, dès que vous aurez épuisé tout ce que vous avez comme ressources en cuivre, ah mais c'est fini.
Donc, dans 2, 3, 4 siècles, les Congolais qui vont encore vivre ici, ils vont juste entendre qu'il y avait eu du cuivre. Du cuivre et... Oui, c'est comme en Europe avec le charbon. Ça fait le beau temps au 18e, 19e siècle. Aujourd'hui, quand vous allez là, c'est des cavités, donc ainsi de suite. Mais est-ce qu'il est dit que nous qui vivons pendant cette période, c'est nous seuls qui avons droit ou qui avons accès à ces ressources, on doit les consommer, notre génération, et que les générations futures ne devraient pas? Non. Or, mais est-ce qu'on connaît d'abord tout ce que nous avons réellement? C'est ça aussi le problème. Mais là, on se rend compte que non, mais on peut parler, on a ceci. Bon, ce sont plus des langages politiques. Hein, parce que le politique, lui, il va vanter notre pays, c'est le pays solution. On a des réserves. Déjà, quand tu dis réserve de cobalt, donc il va te poser la question, réserve de cobalt. Déjà, le métal. Tu dis oui, ou soit le minerai, parce que c'est encore différent. Là. Il y a encore à expliquer. Non, c'est du métal. Ok. Non, mais déjà quand il parle des réserves, c'est qu'il y a déjà des études de faisabilité, c'est que c'est sérieux, il est pressé à venir mettre son argent. Mais quand vous arrivez sur place, vous vous rendez compte que ce n'était pas le cas. C'est parfois des indices, c'est parfois des rumeurs, ainsi de suite. Alors c'est pour cela que nous avons intérêt à connaître réellement ce que nous avons et par exemple passer à des appels d'offres. C'est quand tu viens, tu dis non, je veux entrer dans le cuivre. Déjà, on sait déjà qu'à travers le pays, dans telle zone, en termes de réserves, on en a autant. En termes de ressources, on en a autant. En termes de ressources, même les ressources là-bas, on peut maintenant les scinder aussi. Nous avons ce que nous appelons les ressources inférées. Et ça, c'est dans les règlements miniers, parce que si vous voulez, vous trouverez. Oui. Donc, quand vous avez les ressources inférées, vous avez les ressources indiquées, vous avez les ressources mesurées. Quitter des ressources inférées, indiquées, jusqu'aux ressources mesurées, il y a ce qu'on appelle la certitude géologique. Donc, en termes de travaux, des connaissances sur ces ressources là-bas, quantité, teneur, c'est beaucoup plus précis quand on a des ressources mesurées que des ressources insérées. Mais du moins, déjà, quand on dit ressources, on a une idée, quantité, tout ça. Il y a des perspectives d'exploitation, ce n'est pas encore sûr. Et même ça, maintenant, quand vous devez avoir des réserves, ça veut dire que même si vous avez des ressources que vous appelez ressources mesurées, vous êtes très sûr que ce sont des ressources pour lesquelles on connaît quand même avec une certitude géologique les quantités, qualité. Alors, à ce moment-là, vous dites, ok, alors maintenant, essayons un peu faire des essais, par exemple, métallurgiques, par exemple. Si on doit exploiter, c'est quel type de minerai? Est-ce qu'avec la technologie actuelle, est-ce qu'on peut l'exploiter, extraire, par exemple, le métal et gagner de l'argent? Mais là, c'est ce qu'on appelle étude de faisabilité. Donc, maintenant, là, vous devez maintenant faire une étude économique. Donc, une extraction rentable. On en a, mais est-ce que je peux extraire de manière rentable? Donc, je peux extraire et gagner de l'argent. Alors là, si c'est oui, alors automatiquement, c'est réserve. Alors nous, maintenant, on peut catégoriser sur la carte pour dire que dans telle zone, c'est des ressources inférées, par exemple. Dans telle zone. Donc là, même quand quelqu'un y vient, déjà quand on dit c'est inféré, il sait ce qu'il doit faire, ce qu'il doit mener comme travaux pour arriver, par exemple, aux ressources mesurées et aux réserves. Oui, mais jusque là, on ne le sait pas du tout. Une question de curiosité. Je vous ai suivi et je vous ai entendu parler des minéraux, des métals. Et est-ce que vous pouvez mettre un peu de Congolais au parfum, les Congolais, les vieilles mamans là, qui vous suivent, minéraux, métal? Ils se posent des questions, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi minéraux? Ah ok, non, ça va, merci. Bon, si on doit parler dans en utilisant des termes très simples, faciles. Comme j'ai toujours dit, chez les Américains, ils disent il faut simplifier ce qui est complexe. Plus vous utilisez les termes techniques, bon, ça impressionne un peu, mais les gens ne comprennent rien. Donc quand on dit minerai, c'est comme une roche. C'est une roche, généralement, mais à l'intérieur de laquelle vous trouvez des minéraux. Donc, je vais d'abord expliquer comme ça, puis après. Et les minéraux, ce sont des composés chimiques cristallins, donc, qui, quand ils se mettent ensemble, constituent ce qu'on appelle une roche, donc cette roche minérée. Alors, maintenant, pourquoi on dit minéré? Les termes minérés veulent seulement dire que non, les éléments qui sont là ont une valeur économique. Ou soit les minéraux qui sont là ont une valeur économique. Alors, minéré, en des termes terre à terre, ça veut dire, j'ai toujours expliqué aux gens que c'est comme si vous avez un fruit qu'on appelle orange.
Ok? Oui. Alors, si vous comparez ça à une roche, alors, c'est ça qu'on appelle minerai. Maintenant, si je dis minerai de cobalt, ça veut dire que l'orange ici contient du cobalt. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais, ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la la